Bien, bah, écoutez, je vais commencer sur la partie que je vais vous proposer aujourd'hui sur une nouveauté qui vient d'arriver dans le domaine de la caméra thermique avec une fonctionnalité assez spécifique sur une caméra qui va être la possibilité, en plus de toutes les fonctionnalités classiques qu'on peut attendre d'une caméra sur la partie réalisation de mesures d'imagerie thermique, le fait de pouvoir détecter en plus des fuites de gaz. Et en l'occurrence, là, nous allons parler d'un gaz spécifique qui est l'exact fluorure de soufre, autrement appelé SF6, qui a de nombreuses fonctionnalités dans le domaine industriel et particulièrement chez les fournisseurs d'énergie et particulièrement sur la partie de transport d'énergie. Donc, c'est une petite présentation que j'ai faite conjointement avec Mathieu Villebrun, qui est responsable ingénieur support technique chez Fluke, sur cette partie-là, sur laquelle on a pas mal échangé pour mettre en place ce PowerPoint et cette présentation. Alors, j'espère que ça va bien vouloir fonctionner. Ça n'a pas l'air de beaucoup bouger, de ce côté-là. Il y a un petit peu de latence. Je suis désolé, mon écran est bloqué, je ne sais pas pourquoi. Alors, je vais le relancer, je pense que ça doit venir de là. Voilà. Donc, je vais débuter. Je suis désolé, je ne réussis pas à passer mes slides et je ne sais pas pourquoi. Alors, on va passer sur quelque chose peut-être de plus classique. Je ne sais pas si c'est mon format de PowerPoint qui ne fonctionne pas, c'est possible. Je vais essayer de le remettre de façon un petit peu plus classique ici. En passant par le diaporama. Voilà. Oui, c'est mieux. Bon. Donc, là, mon premier slide, effectivement, sur une présentation ici d'un technicien en train de réaliser une observation, effectivement, de fuite de SF6 sur des systèmes d'isolateurs sur des sous-stations. Donc, une petite présentation globale de la société pour ceux qui ne connaissaient pas, mais bon, je pense que rapidement, on va passer outre. Donc, Distram, comme spécialiste de l'instrumentation de mesure depuis 1979, et depuis 2010, on est spécialiste dans l'efficacité énergétique, donc avec une couverture nationale. On touche donc les secteurs d'activité industrielle, du bâtiment, de l'enseignement, de la recherche. Et notre siège social est à Troyes, donc vous avez les coordonnées ici. Alors, à l'issue de cette présentation, si vous voulez, vous pourrez juste me demander, et vous trouverez mes coordonnées à la fin, le PowerPoint de tout ça, et je vous le fournirai avec grand plaisir. Alors, en introduction, donc une caméra permettant un usage thermique et une détection de gaz SF6, à quoi est-ce que ça peut bien servir? Bon, bah, ça c'est effectivement une question qu'on peut se poser de façon assez évidente. Alors pourquoi une caméra mixte? Donc on va avoir sur une caméra qui va présenter ces fonctionnalités-là, la possibilité d'avoir trois fonctionnalités importantes. Une première qui va être d'obtenir une fonctionnalité d'une caméra thermique haut de gamme, qui est basée sur une caméra chez Fluke qui s'appelle la TI450, qui est déjà une caméra avec une très très bonne sensibilité, avec une résolution en termes de matrice qui est déjà excellente, puisque vous voyez, c'est une 320 par 480 pixels, avec un mode de résolution qui nous permet d'aller jusqu'à 640 par 480 pixels, sur des gammes de température élevées, puisqu'on va de -20 jusqu'à plus 1200 degrés, donc on balaye un champ assez large, et avec une très très bonne sensibilité thermique, puisque la plus petite différence de température qui est capable d'apprécier en fait cette caméra-là, ça va être 30 millikelvin, donc ce qui va être particulièrement important d'ailleurs dans la
partie de la détection de fuite. Donc on aura une caméra en tant que telle, qui nous permettra de réaliser tout ce qu'on va demander à une caméra déjà de haut niveau. En plus, on va rajouter donc un usage dédié à la maintenance en tant que telle, puisqu'on va réaliser l'usage en détection de fuite de CEF6, qui va être donc indispensable pour la partie maintenance. C'est bien évidemment sur un équipement industriel pour le transport énergétique. Si le gaz CEF6 sort des équipements, en contrepartie, l'air et l'humidité vont rentrer dans les équipements et vont créer tout un tas de dysfonctionnements et potentiellement de problèmes de destruction de matériel. Donc sécurité, risque, durée de vie réduite au niveau des équipements et on aura des temps d'arrêt qui peuvent être dus bien évidemment au moment où on aura hélas un flash qui va mettre hors d'état les équipements. Hein. Et on va avoir une troisième fonctionnalité qui n'est pas non plus la moins importante, c'est que indépendamment de cet aspect purement maintenance sur la fuite de SF6 et sur les équipements, on aura un usage au niveau de la détection de fuite qui sera indispensable pour l'environnement et vous allez comprendre pourquoi. Hein. Donc qu'est-ce que le gaz SF6 et quelle est son utilité? Donc le SF6, de son petit nom hexafluorure de soufre, est donc un gaz à effet de serre qui possède un haut pouvoir d'isolation qui est très utilisé sur les équipements électriques haute tension. Donc on va en trouver sur principalement deux types d'équipements. Les équipements de raccordement, de connexion en fait sur la partie transport et sur les éléments après qui vont être des éléments de coupure, qui vont être des disjoncteurs qu'on va trouver plutôt à ce moment-là dans les bâtiments, où là on aura le SF6 qui va se présenter sous les systèmes, sous des enveloppes scellées. Donc là en principe, a priori, on n'a pas de problème de fuite sur ces équipements-là. Ce qui va nous intéresser, nous, c'est tous les éléments qui vont être en extérieur de la station ou de la sous-station de transformation, où là, sur les équipements, on peut avoir des fuites qui sont directement rejetées dans l'atmosphère. Hein. Donc le SF6 permet de réduire fortement le risque lié aux arcs électriques lors de manœuvres ou de sectionnement et de rendre les équipements beaucoup plus compacts, hein, puisque le SF6 en fait, a un pouvoir d'isolation qui 2,5 fois supérieur à ce que peut l'être l'air, par exemple. Donc, quand on est capable d'avoir un équipement sur lequel on va injecter le SF6, on va pouvoir avoir un niveau d'isolation qui va être fortement renforcé, ce qui permet d'avoir, pour RTE par exemple, d'avoir des équipements qui vont avoir des capacités beaucoup plus importantes compte tenu du fait que le niveau d'isolation est plus élevé. Donc, ça va être, alors c'est commercialisé donc industriellement depuis les années 60 aux États-Unis, hein, donc c'est pas d'hier, ça date. Hein. Et c'est utilisé donc sous pression dans les interrupteurs disjoncteurs haute tension 63 kV et 90 kV et sur toute la partie THT en 225 kV jusqu'à 400 kV. Alors le SF6 donc, permet donc une augmentation de la fiabilité du réseau grâce à son pouvoir isolant et des effets amortisseurs lors de la manœuvre sur le réseau. Donc on aura des réductions des ondulations de tension. Les coupures effectuées dans les SF6 sont douces, donc le découpage du courant est limité donc avant la phase de passage par zéro, ce qui limite beaucoup la surtension à la coupure, particulièrement important pour les grandes charges inductives. On va abaisser l'importance de l'arc électrique lors du sectionnement. Donc on voit tout le parti qu'on peut tirer effectivement de ce SF6 en le gérant correctement. La réduction des pertes en ligne, grâce aussi à ça, grâce à SF6, sur les pertes en ligne d'énergie, permet une réduction indirecte des émissions globales de CO aussi, CO2. Donc l'effet indirect d'une tonne de SF6 installée permet un gain estimé à 0,8 gigawatts par an pour les grilles de tension, par exemple. L'effet environnement global des émissions indirectes de CO2 dues aux pertes dans les réseaux électriques est plus de 10 fois plus élevé que des effets des émissions de SF6 par la commutation de réseaux électriques. Donc le fait d'utiliser du SF6 sur les installations électriques haute tension est très intéressant parce qu'il est largement compensé par les économies qu'on va pouvoir réaliser sur les pertes en ligne dues aux effets Joule. Pardon. Alors, quels sont les principaux problèmes liés à l'utilisation du SF6? Donc, on aura donc, une obligation donc, du remplissage régulier des équipements sous pression SF6 dans les postes, à cause des fuites naturelles des équipements qui occasionnent des coûts matière et humains. Parce que, bien évidemment, ça faut le suivre, faut le gérer, faut le valider, et il faut réinjecter le SF6 à partir du moment où il n'est plus en proportion suffisante dans les équipements. Donc la présence d'air ou d'humidité non désirée dans les équipements sous SF6 peut poser des pannes catastrophiques.
Plusieurs réglementations internationales exigent que les services publics mettent en place des process de surveillance des fuites de SF6. Donc, il y a un corpus réglementaire qui est en place là-dessus chez nous et par l'EPA aux États-Unis. Donc, juste un petit focus sur le SF6. Donc, le SF6, c'est un gaz qui, a priori, est un gaz incolore. Alors, pas à forte concentration, mais c'est des concentrations normales, inodore, dangereux, avec un pouvoir de réchauffement global. Alors, il est dangereux pour l'humain au sens où il a tendance à remplacer l'oxygène. Bon, bien évidemment, s'il remplace l'oxygène dans un endroit clos, il va se passer des choses désagréables. Par contre, c'est un gaz qui a un pouvoir de réchauffement global, le PRG, qui est 22 800 fois supérieur au CO2, qui est la valeur de référence, une valeur de 1. C'est-à-dire que le SF6 possède donc un pouvoir de réchauffement global 22 800 fois supérieur à celui du CO2, qui sert de référence. La durée de vie du SF6 dans l'atmosphère est de l'ordre de 3200 ans. Donc à partir du moment où on a mis une molécule de SF6 dans l'atmosphère, il va falloir vivre un petit moment avec. La rigidité diélectrique du SF6 est excellente, puisqu'elle est, je l'ai dit tout à l'heure, à 2,5 fois supérieure que l'air. Et on a des constantes de temps qui sont excellentes, puisque c'est 100 fois plus faible que l'air. Donc retour rapide à rigidité diélectrique. Donc on n'a pas d'effet d'inertie par rapport à ça. Donc voilà juste un petit value ici, à savoir qu'un kilo de SF6 libéré dans l'atmosphère a un potentiel de réchauffement équivalent à 23,9 tonnes de CO2. La quantité de SF6 dans une cellule d'interrupteur est en moyenne de 200 grammes, donc ça c'est les parties sur lesquelles on n'intervient pas. Et la quantité de SF6 dans les disjoncteurs est en moyenne de 400 grammes. Alors la réglementation sur le SF6 en Europe, donc il existe une tendance mondiale à limiter ou à diminuer l'utilisation des SF6 en raison de son effet de serre. Donc, une directive qui s'appelle la F-Gaz UE, dont vous trouvez les références ici si vous le souhaitez, a été adoptée il y a déjà un moment, c'était en 2006, et interdit l'utilisation de SF6 pour les applications multiples. Donc les services d'électricité sont la seule industrie qui n'a toujours pas de restriction directe sur la quantité d'utilisation du SF6, à exception d'exigences pour surveiller son utilisation. Tous les équipements contenant du SF6 devraient être recyclés par du personnel qualifié, appliquant des procédures de strict recyclage. Alors voilà comment aujourd'hui les services de maintenance agissent par rapport à cette gestion de SF6 dans les équipements, afin de savoir si la pression est optimale ou pas. Donc en règle générale, donc, il s'agit d'un processus de surveillance en ligne. Donc on a un manomètre qui est intégré sur nos équipements, qui est chargé de surveiller la pression des SF6 à l'intérieur de l'équipement. Donc dès qu'il tombe en zone rouge, en principe, une alarme est activée. Et une fois la fuite de SF6 localisée sur l'équipement, une mesure pondérale du réservoir permet de quantifier le SF6 qui a fuité. Vous voyez, on est vraiment sur une mesure qui est quand même assez, je vais utiliser beaucoup de guillemets, mais archaïque par rapport à ça. Et à ce moment-là, on va réinjecter la quantité de SF6 nécessaire à l'équipement et de revalider, bien évidemment, si la pression est bonne. Donc les emplacements communs de fuite sont les suivants: les brilles, les culottes, les bases des bagues, les tubes, les défauts de coulée de matériaux aussi. Et l'emplacement exact de la fuite ne peut être déterminé avec précision, de sorte que l'ensemble de l'équipement dans la zone environnante est remplacé juste pour une mise en sécurité, ce qui induit des coûts importants, bien évidemment, des pertes de temps dans l'analyse, remplacement des équipements et de recherche de fuite. Donc tout ça a quand même un coût global qui est assez important, qui est vraiment problématique pour les deux raisons évoquées, à savoir la raison liée à la maintenance pure, au sens où pour le technicien, c'est quand même quelque chose d'important de valider effectivement ce niveau de pression de gaz pour des questions d'isolation. Et puis pour le côté environnemental aussi, qui est particulièrement important dans ce cas-là. Alors comment est-ce qu'on peut localiser les fuites de SF6 Donc à présent, on utilisait une imagerie thermique, donc à gaz refroidi, à haute sensibilité. Donc là, on est sur des caméras un petit peu spécifiques, où là, étant donné qu'on a besoin d'une sensibilité la meilleure possible, on va être sur une longueur d'onde au niveau de l'analyse qui est particulière, et on va refroidir la matrice qui va servir à faire la mesure, ce qui va être assez complexe au niveau des caméras thermiques, et va nous amener tout de suite sur les caméras thermiques de haut niveau, qui ont des coûts très importants, puisque ces caméras-là, qu'on appelle les caméras miroirs refroidies, ont des coûts qui sont de l'ordre de 50 à 70 kg-euros. Donc on peut bien évidemment louer ce genre d'équipement, mais pour une location, il faut compter environ 4 à 5 kg-euros par semaine.
Et il faut déjà avoir une pratique quand même assez fine de l'utilisation de ce genre de caméra pour pouvoir réaliser une détection. Alors, on peut utiliser bien évidemment les compétences d'un consultant qui, lui, sera équipé d'une caméra de ce type-là, où là, il y aura non seulement le coût de la location de l'équipement, plus la prestation du spécialiste, du consultant, et là, on arrive effectivement à des coûts à la semaine qui sont assez importants. Alors, on peut aussi mettre hors service les équipements, sachant qu'on a des fuites qu'on a repérées par la différence de pression et la mesure pondérale. On va, au bout d'un moment, se dire, bon, ben, ça suffit, on va essayer de savoir d'où ça vient. On va mettre hors service ces équipements et on va utiliser des détecteurs de gaz qui sont en fait des capteurs électrochimiques qui vont détecter les gaz de type SF6 et qui vont détecter en fait les molécules de SF6 sur les surfaces. On appelle ça un renifleur aussi. Et donc, on va, centimètre carré par centimètre carré, inspecter avec ce dispositif-là les équipements pour déterminer la zone possible et potentielle de la fuite. Donc, c'est une opération qui nécessite beaucoup de temps, des efforts assez considérables pour détecter les fuites afin d'en localiser des emplacements réels. Et en plus, bien évidemment, quand vous faites ça, votre équipement est hors tension, de toute évidence. Donc, ça rajoute pas mal de complexité. Donc, on est sur des maintenances accrues et bien sûr sur des coûts matières SF6 pour les recharges d'ailleurs. Donc, ces solutions sont soit très onéreuses, soit approximatives, soit pour le coup beaucoup trop gourmandes en temps d'inspection, puisqu'elles obligent aussi à l'arrêt des équipements. Donc là, on voit une petite photo, on voit les équipements aussi, et le petit manomètre que je vous ai montré tout à l'heure, vous voyez, il est situé à cet endroit-là, juste sur la partie inférieure. Alors, comment est-ce qu'on peut détecter les fuites de SF6 à partir d'aujourd'hui? Donc, aujourd'hui, Fluke introduit une caméra qui s'appelle la TI 450 SF6, qui allie les performances d'une caméra, donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de très bon niveau. Donc, elle permet de mesurer ces deux phénomènes, donc le phénomène thermique et le phénomène de la détection de fuite. Et c'est une solution qui a quand même un gros avantage parce que, et vous allez voir, je vais vous expliquer un petit peu sur quoi c'est basé. Ça permet de réaliser une détection justement des fuites de SF6 avec un coût qui est inférieur de 80 à 90% par rapport à ce qu'on peut avoir aujourd'hui. Pour vous donner une petite idée. Donc ça commence à être bigrement intéressant. Donc là, on voit notre technicien sur le site effectivement avec une 450 SF6. On a une présentation un petit peu ici, vous voyez, de ce qui est contenu dans la livraison de la 450 SF6. Donc on voit la caméra par elle-même. On voit ici les jeux de batterie, il y a toujours 2 jeux de batterie qui sont livrés, parce qu'il y en a un qui reste toujours en charge. On a une optique spécifique qui est en fait un téléobjectif, parce que bien évidemment, on va aller chercher des informations sur des parties hautes, donc il faut garder la meilleure résolution spatiale possible. On a un petit élément ici qui est très intéressant, c'est en fait une oculaire qu'on peut brancher sur le port HDMI de la caméra, et ce qui va permettre de faire une observation en fait très fine de ce qui se passe à l'écran en gardant la meilleure résolution possible, parce que là, quand vous avez une caméra de ce type-là, si vous avez un environnement derrière vous sur lequel qui est très lumineux, sur lequel il y a du soleil, etc., vous avez une visibilité qui n'est pas excellente au niveau de l'écran dans ces cas-là, et le fait de passer sur cette optique déportée, ça vous permet d'observer les choses comme on pouvait observer à une certaine époque dans un appareil photo classique avec un objectif réflexe ou autre. Donc c'est beaucoup plus fin et beaucoup plus confortable. Donc voilà, donc tout ça est mis dans une valise rigide type valise de transport avion, donc tout ça est parfaitement rigide si vous avez besoin d'envoyer ça à certains de vos collègues éventuellement. Alors, la TI 450 SF6 permet de surveiller les fuites dans le temps pour planifier les corrections et les activités de maintenance. Donc ça, le gros intérêt, c'est que ça vous rend autonome par rapport à cette détection de fuite, et ça ne vous oblige pas à compter sur un intervenant extérieur qui viendra, lui, sans doute une fois tous les ans, tous les 2 ans, et avec peu d'informations entre-temps. Donc, elle permet de confirmer que la fuite a été corrigée, important. À partir du moment où vous savez qu'une fuite est détectée, vous allez réaliser les opérations de maintenance pour pallier à cette fuite. Mais une fois que vous avez réalisé votre opération, vous n'avez aucune certitude que ceci était bien fait. Le fait d'avoir la caméra à disposition qui vous permettra de valider si cette fuite-là est toujours existante ou pas, ça va être un sacré bénéfice. Et ça,
Il n'y a que grâce à ça que vous pouvez le faire, parce que bien évidemment, vous n'allez pas, après réparation, reprendre une inspection par rapport à un expert, où là, ça va vous recoûter une petite fortune à chaque fois. Donc, elle permet aux techniciens de valider, lorsqu'ils le souhaitent, la confirmation de correction, ce n'est pas un expert externe, et permet de basculer facilement entre la mesure thermographique et le mode de détection de gaz. Alors, on a ici quelques petits thermogrammes. Ici, on est sur des, alors là, on est sur des images thermiques. On est sur un modèle qu'on appelle le PIP, c'est Pincher in Picture, c'est image dans l'image. Et on a ici donc l'image infrarouge qui vient validée au milieu de notre écran ici. On a une représentation visible de ce qu'on est en train d'observer, ce qui nous permet de nous repérer assez facilement. Vous voyez, on voit bien l'équipement ici, on voit l'isolateur, et on voit qu'au pied de l'isolateur ici, la fuite est représentée. Là. Donc là, c'est pour une image fixe. J'essaie de vous montrer une petite vidéo tout à l'heure pour que vous puissiez voir en réel ce que ça représente. Mais vous voyez le genre de choses qu'on récupère. Vous voyez ici, c'est pareil. On voit très bien effectivement cette fuite-là. Et quand vous êtes en dynamique en vidéo, vous voyez, ça agit comme un panache. Et on le repère très très bien. Donc, vous repérez ici encore. Vous voyez, ici, on le repère là, par exemple. Voilà. Et donc avec cette double aussi option que vous avez sur la caméra, le fait de pouvoir superposer votre image infrarouge de façon tout à fait localisée par rapport à la réalité visible que vous avez derrière, ça vous permet une localisation qui est très fine, et particulièrement au niveau des enregistrements que vous allez réaliser après, qui seront soit des enregistrements vidéo, soit des enregistrements classiques d'images fixes. Là, vous aurez quelque chose qui sera tout à fait pertinent, en fait. Alors, comment ça fonctionne? Sur quoi c'est basé? En fait, c'est basé sur une chose particulière. Alors, une caméra thermique, ça fonctionne sur une longueur d'onde, en tout cas en ce qui nous concerne infrarouge. Grosso modo, je vais vous dire que la longueur qui est utilisée pour les caméras, on est entre 0,9 micromètres et on va jusqu'à 14 micromètres. Donc nos caméras, en l'occurrence les caméras Fluke, la 450, va de 8 à 14 micromètres. Donc ça, c'est sa fenêtre d'analyse, c'est les longueurs d'onde qu'on va pouvoir analyser avec ce genre d'outil. Puisque je vous rappelle qu'une caméra, c'est pas un thermomètre, en fait c'est un appareil qu'on appelle un radiomètre, et donc on mesure du rayonnement électromagnétique à une caméra. Donc il se trouve que le SF6 a une particularité, il a une capacité à avoir ce qu'on appelle une raie d'absorption. Vous voyez ici, vous avez la transmission, c'est-à-dire que quand vous êtes à 100%, si vous avez un gaz qui est présent dans l'atmosphère, par rapport à l'infrarouge ou longueur d'onde qui nous concerne, en l'occurrence, ce gaz est totalement transparent. Donc on ne le détecte pas, on ne voit rien. Par contre, on voit bien que le SF6, lui, il a une particularité. Vous voyez, à 10,5 micromètres à peu près, il a ce qu'on appelle une raie d'absorption qui est pratiquement totale au rayonnement infrarouge. Ce qui veut dire que si vous avez un fond, je sais pas, vous regardez le ciel par exemple, qui est le ciel, le fond de ciel, si vous voulez, en termes de rayonnement, on est autour des moins 50 degrés à peu près. Si vous avez un ciel bleu par exemple. Ça, c'est comme ça toute l'année, que vous soyez en hiver, en été, toujours pareil. Donc, on est sur un rayonnement de moins 50 degrés. Donc, votre caméra, si vous pointez vers ce ciel, que la caméra peut descendre jusqu'à moins 50 degrés, elle peut vous donner effectivement moins 50 degrés. Si vous intercalez un panache qui correspond à une fuite de gaz SF6, par exemple, entre le fond de ciel et votre caméra, bah, ce panache va absorber totalement le rayonnement du fond de ciel, et va créer en fait sa propre température de corps et va se mettre à émettre sous forme radiative sa température de corps. Et à ce moment-là, ce que vous allez observer au niveau de la caméra, c'est plus une température homogène à 50 degrés qui correspond au fond de ciel, mais vous allez observer des turbulences qui correspondent à la fuite qui se présentera sous forme de jets gazeux, de choses comme ça. Donc, la caméra fonctionne là-dessus, puisque notre caméra 8-14 micromètres avec la TI 450, on voit qu'elle est tout à fait sensible à cette longueur d'onde-là à 10,5 micromètres, et c'est ça qu'on va gérer. Donc, vous voyez, on a une idée ici un petit peu, là on est sur deux cas. On est dans un premier cas ici sur un équipement qu'on est en train d'observer, donc on a un fond de ciel ici, et l'équipement rayonne sa température. On passe au travers du gaz SF6. Si on est dans un cas où on a peu de gaz, on aura majoritairement en fait le rayonnement du fond de ciel qui va arriver sur la caméra, donc elle ne va rien détecter. Si par contre
on est dans le cas où on a une densité qui est suffisante de gaz SF6. Le rayonnement reste toujours le même, hein, puisqu'on a toujours la même scène thermique, mais le gaz va absorber cette partie-là. Et au lieu d'avoir la même quantité, si vous voulez, de rayonnement ici, on aura une valeur ici mesurée par la caméra en termes de rayonnement qui sera plus ou moins importante en fonction donc, du niveau de température du gaz. Et c'est ça que la caméra va pouvoir récupérer et va pouvoir valider. Alors on voit à peu près donc, les modes de fonctionnement ici, vous voyez, sur le terrain. Hein, on se sert donc du facteur d'absorption du SF6 dans le champ de vision de la caméra. Donc on peut visualiser la présence du gaz grâce à la différence de température entre la température du gaz contre la température de l'environnement. Donc elle nécessite par contre une taille détectable du panache de fuite. Hein, bien évidemment, si vous avez une micro-fuite qui fait quelques millimètres, c'est quand même un peu complexe. Hein, il faut quand même déjà une fuite un petit peu installée. Hein. Elle met en évidence donc, la turbulence qui est liée à la fuite de gaz. Et la caméra TX 150 SF6 donc, effectue un traitement du signal pour accentuer, donc pour mettre en surbrillance pendant le mouvement dans le champ de vue. Et en général, on essaye de travailler pas à la main. Quand on fait une détection de fuite, on aime bien avoir un positionnement qui est fixe et donc on travaille plutôt sur un trépied. Hein. Oui, c'est la convention qu'on récupère ici. Vous voyez ce que je disais tout à l'heure. Hein, donc, on a la petite oculaire sur le port HDMI ici et on voit que le technicien a sans doute un environnement qui est assez lumineux. Donc, plutôt que d'essayer, et puis même la forme de la caméra ne le permet pas, il va pouvoir récupérer l'information de l'écran directement sur son oculaire HDMI. Alors, on voit que quand on est sur une station de sous-station de transformation, on a toujours l'intérêt aussi d'utiliser bien évidemment la caméra pour la partie thermique. Et vous voyez ici, par exemple, on a un thermogramme hein, dans une sous-station où on a, ça c'était une prise de contrôle de tension, si je me souviens bien, et on avait un élément qui était en défaut, vous voyez, et donc on retrouvait sur ce point précis ici une température de 187 degrés, ce qui était bien évidemment totalement normal par rapport à ça. Et donc on cumule vraiment en permanence les deux intérêts de la caméra. Donc ça permet d'effectuer donc les deux fonctions critiques, l'inspection infrarouge et la détection des SF6, avec vraiment une différence de coût absolument considérable par rapport à ce qui existe aujourd'hui. On va pouvoir mettre en évidence les fuites de gaz SF6 sans démonter les équipements, les capots d'armoire. On va pouvoir surveiller les fuites dans le temps donc pour programmer la réparation des activités de maintenance. On va pouvoir confirmer que la fuite a été corrigée pendant l'entretien planifié, de façon quasi immédiate. Donc ça, c'est quand même très très fort aussi. Ça se fait de façon très très simple, hein, puisque au niveau de la caméra, vous avez toutes les fonctionnalités de la caméra sur un écran tactile, et vous avez une touche spécifique qui s'appelle SF6, sur laquelle vous allez rentrer, et qui va vous donner accès à des réglages spécifiques qui seront propres au SF6. C'est-à-dire que quand vous aurez un réglage SF6, ça ne va pas impacter les réglages thermiques, ce qui fait que vous pourrez basculer à tout moment d'un mode dans un autre. Hein. Donc ça, c'est assez pratique. Hein. Et pour la traçabilité des mesures, on va avoir plusieurs possibilités, puisqu'on a un logiciel qui est livré avec la caméra qui s'appelle SmartView, mais on va pouvoir utiliser aussi un logiciel qui s'appelle Fluke Connect, qui nous permettra de récupérer les données directement par le Wi-Fi, par exemple. Et on a une application sur tablette ou sur téléphone qui s'appelle Fluke Connect, qui permettra de récupérer directement les informations issues de la caméra pour, même sur site déjà, réaliser, pourquoi pas, un rapport d'inspection sans avoir besoin de repasser au bureau. Et on va pouvoir le faire directement. On va pouvoir envoyer ça directement à des collègues. Et on va pouvoir même, un logiciel a été développé par Fluke, sur cette gestion, on va dire, de fonctionnalités pour créer des groupes, pour créer des interventions, pour manager en fait toute cette activité-là à partir d'un logiciel WebUI qui est disponible, alors, qui est en plus, hein, qui n'est pas fourni en standard dans l'application et dans la livraison de Fluke. Hein, donc ça, c'est un logiciel qui est payant à part. Mais en tout cas, toutes les autres fonctionnalités là dont je vous ai parlé, vous les avez directement livrées avec la caméra, libre de droit. Vous pouvez installer ça sur autant de PC que vous souhaitez et les mises à jour sont gratuites. Alors, donc on voit que c'est quand même quelque chose d'assez novateur. Ça met à la portée de tout un chacun, on va dire, d'un point de vue économique maintenant,
ce genre de fonctionnalité, ce qui était quand même assez complexe avant, on va le dire. Et ça mérite maintenant de rentrer un petit peu plus dans le détail au niveau de la mise en place de tout ça, de réaliser les procédures de mesure aussi, hein, parce que bon, ça demande quand même une mise en service sur ce que j'ai dit tout à l'heure un petit peu spécifique, c'est-à-dire que c'est quand même des conditions environnementales qui font que à certains moments, c'est un petit peu difficile de réaliser des mesures quand vous avez des environnements qui sont très homogènes entre la température de gaz et l'environnement. Donc il y a quelques petites conditions environnementales qui font que c'est un petit peu plus complexe. Alors pour terminer sur cette partie-là, donc je ne vous l'ai pas dit en préambule, mais moi je suis responsable de formation d'entreprise. Donc si vous avez en complément besoin de formation sur la partie thermographie plus classique ou spécifiquement sur ce qu'on vient de voir, nous avons des formations standards qui sont en place, qu'on réalise directement en inter ou en intra-entreprise. Ça, c'est comme vous le souhaitez. Hein. Et on a également une chose intéressante. Alors, je ne doute pas qu'on mettra un équipement sur notre pôle location. Donc, on a un pôle location qui est assez important sur toute la partie caméra, capacité d'énergie et des analyseurs de différents modèles qui vont du plus simple au plus complexe. Donc, il y aura la possibilité éventuellement aussi de valider ça sur la partie location au niveau du pôle dont Jennifer Rodari gère ça, donc il y a son numéro que vous pouvez retrouver ici. Hein. Alors, ça termine cette partie-là. Alors, je vous enverrai le PowerPoint, mais là, vous avez mes coordonnées à la fin. Hein, donc, sur toutes les questions globales, n'hésitez pas à me contacter sur ces parties-là. Et juste pour terminer, je vais vous passer, alors si ça veut bien fonctionner, parce que tout à l'heure, c'était pas tout à fait aussi simple que ça, je vais voir une petite vidéo qui devrait nous permettre de voir. Alors, ça, c'est une vidéo floue, hein, donc vous n'étonnez pas, c'est un petit peu c'est corporate, comme on dit. Mais en tout cas, c'est assez bien fait et ça permet de voir une vidéo, effectivement, de ce que le dispositif nous permet de mettre en évidence. Alors voilà, je vous la lance. C'est pour ça que je me dis c'est peut-être voilà. Bon ça c'est si on prend la fourchette basse. Si on prend la fourchette. Donc voilà. Donc, c'est une petite vidéo sans prétention, mais en tout cas elle a au moins le mérite effectivement de bien nous montrer l'application, la façon dont on va réaliser les mesures, et puis la petite vidéo que vous avez pu voir. Donc vous avez pu voir ce panache en fait. Qui correspond aux fuites de sepsis terrain, qui est assez facile à localiser à condition qu'on est dans les bonnes conditions. Hein. Et donc maintenant, il y a matière à discussion. Hein. Alors, je ne sais pas si tout le monde est toujours en ligne. Est-ce que vous avez des questions? J'imagine que oui, par rapport à ce que je viens de vous présenter. Est-ce que vous avez des points sur lesquels vous souhaitez que je revienne de façon un petit peu plus précise? Non, pas forcément. Que tout le monde m'entend. Allô, allô? Est-ce que quelqu'un veut intervenir, me poser une question? C'est les Américains qui parlent en l'occurrence. Bien, écoutez, je ne sais pas si personne a envie d'intervenir ou de me poser une question particulière. Je me tiens à votre disposition. Si vous souhaitez obtenir le PowerPoint, je le ferai avec grand plaisir. Je vous envoie ça. Je me tiens vraiment à votre disposition pour toutes les questions que vous pouvez avoir là-dessus. Hein. J'espère que ça vous a éclairé sur
sur ce nouveau produit, qui est quand même une petite révolution quand même, parce que c'est quelque chose qui aujourd'hui ne s'est encore jamais fait. Donc c'est vraiment la première introduction d'une caméra standard, si j'ose dire, donc avec d'excellentes fonctionnalités certes, mais une caméra classique, une caméra thermique, avec ce genre de fonctionnalités. Donc je ne doute pas que ça va continuer après sur d'autres domaines, mais en tout cas celui qui nous intéresse ici est déjà bien solide, bien robuste et intéressant. Et donc on peut déjà intervenir fortement là-dessus. Donc voilà, donc je ne sais pas si j'ai pas de retour, donc je ne sais pas du tout si vous m'entendez ou pas. Allô, allô? Oui, Oui. oui, on vous entend, pas de souci. D'accord, bah c'est parfait. Donc, je sais pas, alors vous êtes, voilà, par rapport à ce que vous avez présenté, il n'y a pas de questions particulières, ça vous semble relativement clair ce que j'ai pu exprimer? Est-ce qu'on pourrait avoir une petite idée du prix d'une valise complète là, avec tout Alors, l'équipement ouais, c'est-à-dire que, alors, sur cette partie-là, donc le prix liste de ce dispositif-là, avec l'ensemble que je vous ai décrit tout à l'heure, avec toutes les différentes options, avec le téléobjectif, la valise, l'oculaire HDMI, c'est un produit qui est à 15 339 €. D'accord. Alors, sachant que le prix d'une TI 450 classique, alors je ne l'ai plus parce que je ne suis pas commercial de toute évidence, mais on doit être à 12 000 et quelques euros pour vous donner une petite idée. Donc la fonction spécifique SF6, c'est quelque chose, on va dire, qui va coûter autour de 2500 € à peu près, en termes de rajout. Par contre, perdez pas de vue que la TI 450 de base, c'est une caméra qui a des fonctionnalités très intéressantes sur le domaine industriel, puisque vous avez une mise au point automatique avec une mise au point sur un pinceau télémétrique. Donc, il n'y a pas de réglage spécifique. Vous mesurez la distance à laquelle vous vous situez. Et sur cette caméra-là, vous avez un mode qu'on appelle multi-sharp. C'est-à-dire que la caméra prend plusieurs thermogrammes sur la profondeur de champ. Elle les concatène et elle vous restitue une image qui est parfaitement mise au point, mais pratiquement jusqu'à l'infini. Donc vous n'avez pas, comme sur certaines caméras, une zone qui est bien mise au point au premier plan, et puis après tout le fond qui est flou, parce que l'objectif et la mise au point ne le permet pas. Là, c'est un dispositif spécifique qui vous permet d'avoir un thermogramme qui est parfaitement mis au point sur toute la profondeur de champ, ce qui est particulièrement important quand on est sur un site industriel comme une sous-station, par exemple. Donc ça, c'est... Voilà, donc de base, la caméra est une caméra déjà plutôt haut de gamme, et rajouter cette fonction-là, c'est un vrai avantage. Donc voilà. Donc je sais pas par rapport... alors, je vous ai pas entendu, vous intervenez à quel niveau? Vous êtes partie EDF, vous êtes prestataire, vous êtes dans quel type de métier? Excusez-moi, pas entendu. On est une régie. D'accord, vous êtes une régie, d'accord. Donc vous avez une unité de production? Non, pas une unité de production, distribution d'électricité avec un parc de disjoncteurs HTB ou SF6 d'une trentaine de pièces, plus après de nombreux disjoncteurs HTA et cellules, quoi. Hein. D'accord. Et aujourd'hui, vous travaillez de quelle façon par rapport à tout ça? Eh ben, on fait de la localisation de fuite avec un détecteur de fuite SF6, hein, tel que vous l'avez présenté vous dans votre PowerPoint, hein, ce qui est pas Avec toujours. le fameux renifleur? Ouais, voilà. Et puis après, ce qu'on fait pour éviter de mettre du SF6 dans l'atmosphère, on pompe systématiquement l'appareil avec un groupe de récupération de SF6, quoi. Et puis, Oui, d'accord. Sauf qu'il a moins de 1500. Ouais, voilà, c'est ça en fait. Ça, c'est le prix. C'est l'option qu'il nous a présenté là. Et en fait. Oui, d'accord. Donc effectivement. Alors, pour vous là, qui avez justement par rapport à ça une expérience un peu différente, parce que nos interlocuteurs d'habitude c'est plutôt RTE, c'est plutôt Enedis. Est-ce que vous, sur une régie et sur la surface effectivement qui est votre surface de production, est-ce que ce type d'équipement est quelque chose qui est cohérent, qui est pensable en termes d'acquisition, ou est-ce que ça serait plutôt des locations dans ces esprits-là, par exemple? Si, non, c'est quelque chose qui est pensable, sachant que nous, on est équipé déjà d'une caméra thermique depuis les années 2000, là, qui commence à être vieillissante. Donc, effectivement, c'est quelque chose qu'il faudra qu'on renouvelle prochainement. Donc, d'accord.
Et vous êtes une régie où? En Bretagne, j'imagine, non? En sur Poitiers. À Poitiers, d'accord, ok. D'accord. Parce que c'est comme du matériel militaire. Donc pour vous, derrière, dans cette démarche-là, ce qui vous intéresserait, j'imagine, c'est de voir le produit et puis de voir sur le terrain ce que c'est capable de réaliser, j'imagine. Alors effectivement, si ce n'est que effectivement on fait tout ce qu'on peut nous pour éviter d'avoir des fuites de SFC parce que effectivement c'est des choses qui sont toujours embêtantes. Ouais. Alors bon, la partie thermique de la caméra, ça je doute pas que ça fonctionne bien. Après effectivement je serais plutôt intéressé pour voir ça en réel sur une détection de fuite de SFC quoi. Ouais. Parce que alors la difficulté par rapport à la démo, si vous voulez, c'est que quand vous arrivez sur un site, bon, a priori, souvent les gens savent pas trop bien ce qui se passe. Et quand on fait une présentation comme ça, pour mettre en évidence justement l'intérêt d'utilisation du dispositif, il vaut mieux avoir une fuite déjà bien localisée, si j'ose dire, Ah oui, c'est ça. pour pas perdre de temps, parce que bien évidemment, on a compris que la détection de fuite dans l'environnement extérieur, c'est quand même quelque chose qui va nous demander voilà, le temps de faire quand même. C'est pas quelque chose qui va se faire en claquant des doigts. Donc, il faut déjà effectivement être sur un site, si possible, sur lequel on a déjà une connaissance d'une fuite déjà bien installée, qui peut être problématique. Hein. Ou sinon, après, on peut simuler, nous aussi, on a des petits simulateurs avec certains gaz qui réagissent aux mêmes longueurs d'onde et qui vous permettent de voir en temps réel, effectivement, ce que ça représente. Hein. Mais oui, de toute manière, nous, c'est avec grand plaisir qu'on va aller vers ça, si vous voulez, bien évidemment. Donc, selon la problématique que vous pouvez avoir, revenez vers nous. Alors, je pense que votre interlocuteur commercial chez nous, ça doit être Yves Pirol, à mon avis, je pense. Hein. C'est ça. C'est ça, d'accord. Donc, si c'est Yves, écoutez, à ce moment-là, vous vous mettez en relation avec lui, et puis nous, on va organiser ça pour que vous puissiez voir effectivement à quoi ça ressemble. Et quel type de caméra vous avez au jour d'aujourd'hui, déjà, pour la partie classique, on va dire, thermique? Une caméra NEC. Hein. D'accord, oui, c'est une NEC que vous avez, ok. D'accord. Écoutez, voilà, je peux pas mieux vous dire. Hein. Là, le tout maintenant, c'est savoir que ça existe, voir les avantages effectivement que ça peut représenter. Là, on les a évoqués, je pense, assez suffisamment en longueur. Maintenant, après, il faut voir effectivement les capacités de détection et ce que ça donne sur le terrain, de toute évidence. Hein. Mais bon, Okay. voilà, je pense que voilà, une belle opportunité. Maintenant, il faut aller un petit peu plus loin et c'est tout frais, hein, c'est tout nouveau, hein, puisque c'est sorti courant septembre, hein, pour vous donner une petite idée. Donc, on est vraiment sur quelque chose de tout à fait novateur. Donc, il faut rentrer un petit peu dans le détail maintenant et puis voir ce que ça donne. Hein. Donc, je me tiens à votre dispo, hein, donc tous ceux qui sont présents, pour vous envoyer le PowerPoint si ça vous dit. Mais si ça vous dit pas, vous restez en contact avec votre commercial de région et puis dès que en possibilité de faire une présentation de votre côté, vous êtes prêt, on le fait avec grand plaisir, il n'y a pas de problème. Voilà. Merci beaucoup. Bien, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais clôturer la réunion. A priori, non, oui. Non, bien. Écoutez, je vous remercie en tout cas d'avoir assisté donc à cette présentation sur cette caméra TI 450 SF6. Et je vous donne rendez-vous à une prochaine formation sur un thème qui sera sans doute différent, mais que j'exprimerai avec beaucoup de plaisir et je vous présenterai avec plaisir. Voilà. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à très bientôt. Merci. Au revoir.